Vous avez entendu dire qu'il ne faut jamais regarder un prédateur dans les yeux, mais un mardi pluvieux de novembre, Griffin Miller ne s'est pas contenté de le regarder. Elle lui a parlé. Dans les bas-fonds de New York, Salvatore Moretti était un fantôme, un homme qui contrôlait la police, les juges et les rues. Personne ne lui adressait la parole à moins d'y être invité. Mais lorsqu'une serveuse fatiguée de 22 ans lui a servi du vin et a vu la lourde bague en onyx à son doigt, elle n'a pas vu un parrain du crime. Elle a vu un fantôme de son propre passé. Elle a murmuré 7 mots qui allaient glacer le sang de l'homme le plus dangereux de la ville. « Monsieur, ma mère a une bague comme la vôtre. » Ce qui s'est passé ensuite n'était pas seulement une histoire criminelle. C'était une révélation qui allait réduire la ville en cendres. La pluie à Brooklyn ne nettoyait pas les choses. Elle rendait simplement la saleté plus glissante. À l'intérieur de la salle feutrée, un steakhouse haut de gamme situé à la frontière entre le quartier gentrifié de Williamsburg et les anciens chantiers industriels. L'air était chargé de l'odeur de l'ail rôti, d'eau de Cologne coûteuse et de peur. Griffin Miller ajusta son tablier, grimaçant lorsque le nœud appuya sur une contusion à la hanche, souvenir d'une collision avec une table pendant l'heure de pointe du déjeuner. Elle avait 22 ans, mais ses yeux reflétaient la fatigue de quelqu'un qui avait 2 fois son âge. Sa mère, Roman, était à la maison, toussant toute la nuit à cause d'une maladie que les médecins ne parvenaient pas à diagnostiquer, mais pour laquelle ils étaient ravis de facturer des honoraires. C'est pourquoi Griffin était là, effectuant un double service un mardi. « Table 4 !» siffla le directeur, monsieur. Henderson, en attrapant le bras de Griffin. Son visage était pâle, des gouttes de sueur perlant sur son front dégarni. Des VIP, ne gâchez pas tout, je vous le répète. Tu ne parles que lorsqu'on t'adresse la parole. Tu sais à partir de la droite et tu gardes les yeux baissés. Griffin acquiesça en retirant son bras. Qui est-ce? Le maire, plus important, murmura Henderson. Salvatore Moretti. La cuisine devint silencieuse, même le lave-vaisselle cessa de faire cliqueter les assiettes. Le nom Moretti n'était pas qu'un simple nom à New York, c'était une fréquence. Il était à la tête de la famille au pouvoir, un homme qui aurait orchestré l'effondrement des docks dans les années 90 et survécu à 3 inculpations fédérales sans passer une seule nuit en prison. Griffin prit une profonde inspiration, attrapa la bouteille de Château Margaux 1995 et sortit dans la salle. La table 4 se trouvait au fond, isolée par des cordes de velours. 4 hommes y étaient assis. 3 d'entre eux étaient bâtis comme des distributeurs automatiques, le cou épais et musclé, les yeux scrutant la salle à la recherche de menaces. Mais le 4e homme, celui au centre, était différent. Salvatore Moretti, âgé d'une 50aine d'années, portait un costume anthracite qui coûtait plus cher que ce que Griffin gagnait en un an. Il avait des cheveux argentés impeccablement coiffés en arrière et une cicatrice qui traversait son sourcil gauche, lui donnant un air sceptique permanent. Il ne regardait pas le menu. Il fixait un verre d'eau, le visage impénétrable. Griffin s'approcha de la table, les mains tremblantes. Juste un peu. « Bonsoir, messieurs, » dit-elle d'une voix calme, malgré son pouls qui battait à tout rompre dans sa gorge. « J'ai le Margaux que vous avez demandé. » L'un des gardes du corps, un homme au nez cassé nommé Luca, fit un geste pour l'arrêter, mais Salvatore leva la main. Un simple mouvement du doigt. Le garde du corps recula. « Pauvre, » dit Salvatore. Sa voix était comme du gravier enveloppé dans de la soie. Griffin se déplaça vers sa droite. Elle déboucha la bouteille avec une efficacité acquise par l'habitude. Alors qu'elle inclinait la bouteille, la manche de la veste de Salvatore se releva légèrement. Elle était là. Elle reposait sur son annulaire, lourde, absorbant la faible lumière du lustre. C'était une bague signée, mais pas une bague standard. Elle était en onyx noir serti dans de l'or blanc. Au centre de la pierre se trouvait un blason distinctif sculpté à la main, un faucon à 2 têtes serrant une rose épineuse. Griffin se figea. Le vin coula, une seule goutte éclaboussant la nappe blanche immaculée. La table devint silencieuse comme la mort. Luca, le garde du corps, se leva à moitié, la main tendue vers l'intérieur de sa veste. Une tache sur la table de Moretti était généralement synonyme de condamnation à mort pour la carrière d'un serveur, voire pire. « Je suis vraiment désolé », haleta Griffin en cherchant une serviette. Salvatore ne regarda pas la tache. Il la regarda, ses yeux étaient de la couleur de la glace. « Laissez ça », ordonna-t-il. Griffin s'arrêta. Elle regarda à nouveau la bague.
Elle ne pouvait s'en empêcher. L'image de ce faucon et de la rose était gravée dans ses premiers souvenirs. Elle l'avait vu au fond du coffret à bijoux de sa mère, caché sous de vieux reçus et des colliers cassés. Le silence s'éternisait, pesant et angoissant. Griffin savait qu'elle devait partir. Elle savait qu'elle devait s'excuser et s'enfuir, mais les mots sortirent avant que son cerveau ne puisse les filtrer. « Monsieur », murmura-t-elle d'une voix tremblante. Salvatore leva les yeux, le regard intense. « Quoi, ma mère ?» Griffin déglutit péniblement, serrant la bouteille de vin contre sa poitrine comme un bouclier. « Ma mère a une bague comme la vôtre. » La réaction fut instantanée. L'air quitta la pièce. Salvatore Moretti, l'homme qui ne bronchait jamais, se raidit. Sa main, qui reposait sur la table, se referma en un point, les jointures blanchissant. « Qu'avez-vous dit ?» demanda-t-il. Le volume de sa voix n'avait pas changé, mais son intensité avait doublé. « La bague !» balbutia Griffin en pointant un doigt tremblant. « Le faucon et la rose. Ma mère, Roman, elle en garde un identique dans son coffret. Elle m'a dit de ne jamais y toucher. » Salvatore se leva. La chaise racla bruyamment le sol, un bruit sec qui fit se retourner les autres clients. Il était grand, imposant, projetant une ombre sur Griffin. Il tendit de la main et lui saisit le poignet. Sa poigne était de fer, mais sa main tremblait. « Roman ?» demanda-t-il d'une voix rauque. « Vous avez dit Roman ?» « Oui. » Griffin poussa un petit cri. « Roman Miller. S'il vous plaît, monsieur, vous me faites mal. » Salvatore ne la lâcha pas. Il la tira vers lui, ignorant ses gardes du corps qui les entouraient désormais pour bloquer la vue des autres clients. Il fixa le visage de Griffin, scrutant ses yeux, son nez, la courbe de son menton. C'était comme s'il cherchait un fantôme. « Va chercher la voiture !» aboya Salvatore à Luca. « Patron !» demanda Luca, perplexe. « Nous n'avons pas commandé. »« Je t'ai dit d'aller chercher la voiture !» rugit Salvatore, perdant son sang-froid. Il regarda Griffin, les yeux écarquillés, mêlés de terreur et d'émerveillement. « Tu viens avec moi. »« Non, » dit Griffin en reculant. « Je ne peux pas. Ton service est terminé, » dit Salvatore, sa voix se réduisant à un murmure terrifiant. « Ta vie de serveuse est terminée. Si Roman Miller est ta mère, alors nous avons beaucoup de choses à discuter. » Il n'attendit pas son consentement. Il commença à la traîner vers la sortie. Griffin chercha de l'aide du regard, mais M. Henderson se cachait derrière le comptoir d'accueil et les autres clients détournaient les yeux, terrifiés à l'idée d'intervenir. Alors qu'il sortait dans la nuit pluvieuse de New York, Griffin réalisa avec le cœur serré que les rumeurs étaient fausses. Salvatore Moretti n'était pas un fantôme. Il était une tempête, et elle venait de se retrouver en plein œil du cyclone. Le trajet se déroula en silence. Griffin était assise à l'arrière d'une Cadillac Escalade blindée, coincé entre la porte en cuir et Salvatore Moretti. Il n'avait pas dit un mot depuis qu'ils avaient quitté le restaurant. Il se contentait de regarder par la fenêtre les lumières floues de la ville, son pouce frottant distraitement la bague en onyx à son doigt. L'esprit de Griffin tournait à toute vitesse. Était-elle en train d'être kidnappée? Sa mère avait-elle des ennuis? Pourquoi un parrain de la mafia s'intéressait-il à un bijou que sa mère gardait caché dans une pochette en velours? La voiture ralentit lorsqu'ils s'engagèrent dans une allée fermée par un portail dans le quartier chic de Saddle River, dans le New Jersey. La maison n'était pas une maison, c'était une forteresse. De hauts murs, des caméras et des hommes patrouillant avec des chiens. À l'intérieur, Salvatore donna des ordres lorsque la voiture s'arrêta. Ils l'emmenèrent dans un bureau qui sentait le vieux papier et le tabac. Salvatore lui fit signe de s'asseoir dans un fauteuil en cuir. Il ne s'assit pas. Il versa 2 verres de brandy, ses mains désormais fermes. Il lui entendit un. « Buvez, dit-il. On dirait que vous allez vous évanouir. » Griffin prit le verre, mais ne but pas. « Je veux appeler ma mère, dit-elle, essayant de faire appel à la fermeté dont elle faisait preuve lorsqu'elle avait affaire à des clients ivres à 2 heures du matin. Elle va s'inquiéter. Ta mère sait qu'il ne faut pas s'inquiéter quand le passé refait surface, dit Salvatore d'un ton sombre. Il s'appuya contre son bureau en acajou, croisant les bras. Parle-moi de la bague, Griffin, exactement. Ne me mens pas. Je l'ai trouvée quand j'avais 10 ans, commença Griffin, la voix tremblante. Je fouillais dans sa chambre. C'était une lourde pierre noire avec un faucon et une rose. Quand maman m'a surprise avec, elle a crié. Je ne l'avais jamais vue aussi en colère. Elle a pleuré pendant des heures après ça.
Elle m'a dit que c'était une erreur, un souvenir d'une vie qu'elle avait fui. Salvatore ferma les yeux un instant, une expression de pure douleur traversant son visage. Une erreur, murmura-t-il. Qui êtes-vous? Demanda Griffin, enhardi par les vapeurs de brandy. La connaissais-tu? Salvatore ouvrit les yeux. La connaître? Griffin. Il y a 24 ans, Roman Rossi était la seule chose qui comptait pour moi dans ce monde. Nous étions elle. Nous étions tout. Rossi Griffin fronça des sourcils. Le nom de jeune fille de ma mère est Davis. Davis est un mensonge, dit Salvatore d'un ton sec. Elle s'appelait Roman Rossi. Elle était la fille du conseiller de mon père. Nous avons grandi ensemble. Nous sommes tombés amoureux. Mais dans notre monde, l'amour est un handicap. Une guerre se préparait. Les syndicats albanais s'attaquaient aux 5 familles. Il y avait du sang dans les rues tous les jours. Il se leva et se dirigea vers un coffre-fort derrière son bureau. Il tourna le cadran et en sortit une vieille photo jaunie. Il la jeta sur les genoux de Griffin. C'était la photo d'un jeune couple sur une promenade, en train de rire. L'homme était un jeune et beau Salvatore, souriant d'une manière que Griffin ne pouvait imaginer aujourd'hui. La femme, Griffin eut le souffle coupé. C'était sa mère. Plus jeune, pleine de vie, avec de longs cheveux noirs, mais indéniablement sa mère. « Je lui ai donné cette bague le soir où je lui ai demandé sa main, » dit Salvatore doucement. « Le faucon pour le pouvoir des Moretti, la rose pour sa beauté. Mais 2 jours plus tard, ma voiture a été incendiée. J'ai survécu. Mais je savais que si elle restait avec moi, elle mourrait. Alors j'ai fait la seule chose que je pouvais pour la sauver. » Il regarda Griffin, les yeux hantés. Je lui ai dit que je ne l'aimais pas. Je lui ai dit que je la trompais. Je lui ai brisé le cœur pour qu'elle quitte la ville. Je lui ai fait me détester pour qu'elle puisse vivre. Griffin sentit les larmes lui monter aux yeux. Elle ne m'en a jamais parlé. Elle a disparu, continua Salvatore. Je l'ai cherchée pendant des années. Finalement, j'ai arrêté. Je pensais qu'elle était passée à autre chose, qu'elle avait épousé un comptable, qu'elle menait une vie tranquille. Je n'ai jamais su. Il s'approcha, regardant Griffin avec une intensité soudaine et terrifiante. Elle était enceinte quand elle est partie, n'est-ce pas? Le cœur de Griffin battait à tout rompre dans sa poitrine. Je ne sais pas. Mon anniversaire est en juillet. Salvatore fit le calcul instantanément. De novembre à juillet. La chronologie correspondait parfaitement. Tu es à moi, murmura-t-il, la prise de conscience le frappant comme un coup physique. Tu es ma fille. Griffin secoua la tête, reculant vers la chaise. Non, non. Mon père est mort avant de ma naissance. C'est ce qu'elle m'a dit. C'était un soldat. Je suis soldat, dit Salvatore, et j'étais mort à ses yeux. Avant que Griffin n'ait pu assimiler cette révélation bouleversante, la lourde porte en chaîne du bureau s'ouvrit brusquement. Luca, le garde du corps, entra en titubant, à bout de souffle. « Patron, nous avons un problème. » L'attitude de Salvatore passa instantanément de celle d'un père à celle d'un chef de guerre. « Je t'avais dit de ne pas me déranger. »« C'est Dante, » dit Luca, le visage pâle. « Il sait. » Les yeux de Salvatore se plissèrent. Dante était son neveu, le sous-chef, l'homme qui était actuellement le prochain dans la ligne de succession pour prendre la tête de la famille. L'homme qui attendait la mort de Salvatore depuis une décennie. « Il sait quoi? » demanda Salvatore d'un ton menaçant. « Il est au courant pour la fille, » répondit Luca en désignant Griffin. Quelqu'un au restaurant a parlé. « Dante sait que vous avez trouvé un lien avec le passé. Il est déjà en train d'envoyer des hommes chez Roman, dans le Queens. » Griffin hurla. « Ma mère? Il va chez ma mère. » Salvatore réagit plus vite que Griffin ne l'aurait cru possible. Il attrapa un téléphone sur son bureau et aboya des ordres. « Envoyez l'équipe P-Alpha dans le Queens. Adresse. » Il regarda Griffin. « 42e rue, Sunnyside, » cria-t-elle. « 42e rue, Sunnyside. Protégez Roman Miller. Si quelqu'un la touche, brûlez tout le quartier. » Il raccrocha violemment le téléphone. Il se tourna vers Griffin. Il sortit un pistolet lourd d'un tiroir et le glissa dans sa ceinture. Il ôta ensuite sa veste et la posa sur les épaules de Griffin. Elle sentait le tabac cher et la poudre à canon. « Nous partons, » dit-il. « Où? » demanda Griffin en tremblant. « À la guerre, » répondit Salvatore. « Dante pense qu'il peut s'en prendre à ma famille. Il va bientôt découvrir pourquoi on m'appelle le boucher de Brooklyn. » Il lui saisit à nouveau la main, mais cette fois-ci, ce n'était pas de manière agressive. C'était pour la protéger.
Reste près de moi, Griffin. Ce soir, tu vas apprendre ce que signifie être une morette. Alors qu'ils couraient vers le garage, des sirènes se mirent à retentir au loin. Griffin réalisa que sa vie tranquille, faite de services en salle et de factures à payer, était révolue. Elle était désormais l'héritière d'un empire sanglant, et les loups étaient déjà à la porte. La Cadillac Escalade dévalait la FDR Drive, slalomant dans le trafic nocturne avec une précision terrifiante. Luca était au volant, les yeux rivés tantôt sur le rétroviseur, tantôt sur la route devant lui. À l'arrière, le silence entre Salvatore et Griffin était plus assourdissant que les sirènes qui hurlaient au loin. Griffin serrait contre elle la veste de costume trop grande qui lui servait de manteau. Elle portait toujours son uniforme de serveuse, une chemise noire boutonnée, tachée de vin et de sueur. Elle regarda l'homme assis à côté d'elle. Salvatore Moretti rechargeait le chargeur de son pistolet. Ses mouvements étaient mécaniques, entraînés. « Où allons-nous » demanda Griffin, sa voix à peine audible malgré le vrombissement du moteur. « Un endroit qui n'existe pas » répondit Salvatore sans lever les yeux. « Les registres indiquent qu'il a été condamné en 98. La ville dit que c'est un nid à rats. Nous l'appelons la glacière. » Ils quittèrent l'autoroute et plongèrent dans les ombres de Hell's Kitchen. La voiture s'engagea dans une ruelle derrière une blanchisserie industrielle abandonnée. Les briques étaient recouvertes de suie et de graffitis accumulés depuis des décennies. Luca éteignit les phares et la voiture s'arrêta dans un silence complet. « À l'intérieur » ordonna Salvatore. « Gardez la tête baissée. » Ils se précipitèrent vers une porte latérale rouillée. Griffin s'attendait à trouver un repère de squatteurs, mais l'intérieur était un centre de commandement tactique. Les fenêtres étaient occultées par des plaques d'acier. Des écrans alignés sur le mur du fond affichaient les images des caméras de circulation de toute la ville. 3 hommes étaient déjà là, armés de fusils AR-15, faisant les 100 pas nerveusement. L'un d'eux, un homme chauve avec une épaisse moustache grise, s'avança. C'était Frank, le Saint-Rousseau, le conseiller et l'ami le plus ancien de Salvatore. « Sal, dit Frank d'une voix tendue, les rues sont en feu. Dante a mis ta tête à prix. 5 millions pour toi, 2 millions pour la fille. » Griffin eut le souffle coupé. « 2 millions pour moi? » Salvatore ignora la question de l'argent. « Et Roman? L'équipe Alpha est-elle arrivée dans le Queens? » Frank hésita. Il regarda Griffin, puis Sal. « L'équipe Alpha est morte, Sal. » La température de la pièce sembla chuter de 10 degrés Celsius. Salvatore Yell s'approcha de Frank et l'attrapa par le col de son manteau. « Répète ça. » « Ils ont attaqué la maison à Sunnyside » expliqua rapidement Frank. « Les hommes de Dante étaient déjà là. C'était un piège. 4 de nos gars ont été tués, mais la maison était vide. » Salvatore relâcha Frank, expirant un souffle qu'il semblait retenir depuis 20 ans. Elle n'était pas là. Non. Les voisins disent que Roman travaille le mardi soir. Elle nettoie des bureaux dans le centre-ville. « Elle est à la Tour Hearst » interrompit Griffin. Tout le monde se tourna vers elle. Elle nettoie le 14e étage le mardi soir. Elle ne finit pas avant 2 heures du matin. Salvatore regarda sa montre. Il était 1h15. Luca. Salvatore aboya. Préparez le SUV. Nous allons à Midtown. Patron, c'est du suicide. Luca protesta. Midtown grouille de flics et d'informateurs de Dante. Si on se pointe là-bas en convoi, on est mort. C'est ma femme là-bas, rugit Salvatore, le masque du chef de gang impassible, tombant pour révéler l'homme désespéré qui se cachait derrière. Et c'est sa mère. Il désigna Griffin. Je me fiche que toute la police de New York soit garée devant. On va la récupérer. Griffin s'avança. Elle était terrifiée, ses genoux tremblaient, mais quelque chose dans le désespoir de Salvatore a déclenché en elle un étrange courage. Je peux la localiser. Salvatore la regarda. Quoi? Griffin sortit son iPhone fissuré de la poche de son tablier. On partage nos positions. C'est une question de sécurité, parce que je rentre tard à la maison. Trouve mes amis. Elle tapa sur l'écran. Un point bleu clignotait sur la carte. Il n'était pas à la Tour Hearst. Il se déplaçait rapidement sur la 8e avenue. Elle est dans un taxi, dit Griffin, paniqué. Elle se dirige vers Penn Station. Elle s'enfuit, réalisa Salvatore. Elle a dû entendre parler de l'attaque contre la maison. Elle essaie de prendre un train. Penn Station, dit Frank d'un ton grave. C'est un point de passage obligé. Si Dante sait qu'elle s'enfuit, il aura des hommes à chaque entrée. C'est un piège mortel.
Salvatore se tourna vers le râtelier d'armes accroché au mur. Il attrapa un gilet pare-balles plus épais et le lança à Luca. Puis il se tourna vers Griffin. Il retira de son doigt la bague en onyx, celle qui avait tout déclenché, et la glissa dans la main de la jeune femme. « Prends ça, dit-il. » Griffin regarda la lourde pierre noire. « Pourquoi? »« Parce que si je meurs ce soir, dit Salvatore d'une voix grave, cette bague, c'est la seule chose qui empêchera les loups de te dévorer vivante. Montre-la à la commission. Dis-leur que tu es la descendante de Salvatore Moret. Ils sont tenus par les anciennes lois de te protéger. Cette bague, c'est la seule chose qui empêchera les loups de te dévorer vivante. Montre-la à la commission. Dis-leur que tu es la descendante de Salvatore Moret. Ils sont tenus par les anciennes lois de te protéger. Tu ne vas pas mourir, dit Griffin, surprise par sa propre conviction. Salvatore esquissa un sourire rare et sinistre. Pendant une fraction de seconde, il ressembla à l'homme sur la photo. Espérons que tu aies raison. Luca Frank, prépare-toi. Nous allons à Penn Station. Underscore, 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 underscore. Penn Station, à 1h45 du matin, était un purgatoire peuplé de voyageurs fatigués, de clochards errants et de touristes traînant de lourdes valises. Les néons bourdonnaient d'une énergie jaune malsaine. Salvatore, Luca et Griffin entrèrent par l'entrée de la 34e rue. Ils se déplaçaient en formation serrée. Salvatore avait boutonné son manteau pour cacher le heckler et le pistolet à cocaïne à sa taille, mais ses yeux scrutaient chaque visage dans la foule. « Vérifie l'application », murmura Salvatore. Griffin regarda son téléphone. Elle est proche, près des guichets Amtrak. Ils se frayèrent un chemin à travers la foule. Le cœur de Griffin battait contre ses côtes comme un oiseau pris au piège. Chaque inconnu ressemblait à un tueur à gages. Chaque mouvement brusque la faisait sursauter. Puis elle la vit. Roman Miller se tenait près d'un pilier, serrant une valise rouge abîmée. Elle semblait plus âgée que sur la photo que Salvatore avait montrée à Griffin. Son visage marqué par des années de dur labeur et d'inquiétude, mais ses yeux étaient les mêmes, sombres, expressifs et actuellement remplis de terreur. Elle regardait le tableau des départs en tremblant. « Maman !» cria Griffin. Roman se retourna. Quand elle vit Griffin, son visage s'illumina de soulagement, immédiatement suivi d'horreur lorsqu'elle vit l'homme debout derrière sa fille. « Sale !» murmura Roman, le nom tombant de ses lèvres comme une prière. Salvatore s'est arrêté à 3 mètres. Pendant un instant, le chaos de la gare s'estompa. Il se contenta de la regarder, la femme qu'il avait repoussée pour la sauver, la femme qui avait élevé son enfant en secret. « Roman, dit-il d'une voix rauque, nous devons partir maintenant. Tu nous as trouvés, dit-elle, les larmes aux yeux. J'ai couru si loin, J'ai couru si loin, je sais, dit-il en s'avançant. Et je suis désolé, mais Dante arrive. Nous devons partir. Avant que Roman puisse répondre, la vitre de la billetterie derrière elle vola en éclats. Crac! Le bruit du coup de feu résonna dans la station caverneuse. Les gens hurlèrent. La foule se jeta à terre dans un mouvement de panique. « Baissez-vous » cria Salvatore en plaquant Roman et Griffin derrière un pilier en béton. Les balles commencèrent à crépiter autour d'eux. De la poussière de béton jaillit dans les airs. « 3 tireurs » cria Luca en ripostant à l'aveuglette par-dessus une poubelle, au 2e étage près de l'escalator. Salvatore jeta un coup d'œil. Sur le balcon surplombant le hall principal, 3 hommes vêtus de manteaux épais tiraient avec des mitraillettes silencieuses. Au centre se tenait un homme plus jeune, les cheveux lissés en arrière et le visage cruel et beau. Dante Moretti. Il regardait le chaos comme un empereur romain regardant un combat de gladiateurs. Il repéra Salvatore coincé derrière le pilier. « Oncle Sal. » La voix de Dante couvrit les cris des civils. « La retraite te va bien. Pourquoi ne meurs-tu pas comme un vieil homme respectable? »« Luca, couvre-moi, ordonna Salvatore. Luca surgit et tira une rafale de coups de feu. Les tireurs sur le balcon se baissèrent. « Nous devons rejoindre les voies, dit Salvatore à Roman et Griffin. La voie 14. Il y a un tunnel de maintenance qui mène au métro. C'est notre seule issue. »« Je ne peux pas courir vite, s'écria Roman en serrant sa poitrine. Sale mon cœur! Salvatore lui prit le visage entre ses mains. Tu n'as pas besoin de courir. Je te porterai s'il le faut. Mais nous quitterons cette gare ensemble. Tu comprends? Il regarda Griffin. Reste entre moi et Luca.
Ne t'arrête pas de courir. Allez, cria Salvatore. Ils sortirent de leur cachette. Luca mitrailla le balcon, forçant les hommes de Dante à garder la tête baissée. Salvatore attrapa la main de Roman et la tira vers la porte du quai 14. Griffin sprinta à leur côté. Ils enfoncèrent la porte et dévalèrent les escaliers vers le quai. Un train était à l'arrêt, vide et sombre. Au bout du quai, cria Salvatore. Ils étaient à mi-chemin lorsque la porte en haut des escaliers s'ouvrit brusquement. Les hommes de Dante se sont engouffrés à l'intérieur. Les balles ont ricoché sur le métal du train. Luca a grogné, trébuchant lorsqu'une balle lui a effleuré l'épaule. « Luca !» a crié Griffin. « Continue d'avancer !» a rugi Luca en se retournant et en tirant avec son pistolet d'une seule main. « Je vais les retenir ici. » « Non. » Salvatore s'est arrêté. Personne ne reste derrière. « Patron, allez-y. » Luca a souri, le sang maculant ses dents. Ce fut un honneur. Luca se précipita vers les escaliers, tirant à tout va, attirant tous les tirs ennemis sur lui. Il leur fit gagner 5 secondes. 5 secondes, c'était tout ce dont ils avaient besoin. Salvatore traîna Roman et Griffin hors de la plateforme, dans l'obscurité du tunnel ferroviaire. Ils coururent sur le gravier, la seule lumière provenant des signaux lointains. Derrière eux, les coups de feu s'intensifièrent, puis cessèrent soudainement. Griffin savait ce que cela signifiait. Elle se mordit la lèvre pour ne pas sangloter. Luca avait disparu. Ils coururent pendant ce qui leur sembla être des kilomètres. Finalement, Salvatore trouva une porte de service rouillée. Il l'ouvrit d'un coup de pied, révélant un escalier étroit et humide qui menait vers le haut. Ils émergèrent dans l'air frais de la nuit d'une ruelle de Chelsea. Ils étaient à des kilomètres de la gare, couverts de suie et de sueur. Salvatore s'effondra contre une benne à ordures, glissant jusqu'à s'asseoir sur le trottoir mouillé. Il respirait difficilement, serrant son flanc. Griffin remarqua pour la première fois que son costume était trempé de sang. Sale. Roman s'agenouilla à côté de lui. « Tu es touché, c'est juste une égratignure », grimaça Salvatore en bougeant sa main. Ce n'était pas une égratignure. Une balle l'avait touché juste au-dessus de la hanche. « Il nous faut un médecin », dit Griffin, paniqué à nouveau. « On ne peut pas aller à l'hôpital. Ils le signaleront. » Salvatore regarda Roman. Ses yeux étaient vitreux. « Tu te souviens du Dr. Evans, le vétérinaire ?» Roman acquiesça, les larmes coulant sur son visage. « Celui qui t'a recousu en 89. Il est toujours en vie. Il m'est redevable. Salvatore Haleta. Il est dans le Queens. Nous devons continuer à avancer. » Il essaya de se lever, mais trébucha. Griffin le rattrapa d'un côté, Roman de l'autre. « On te tient, » dit Griffin. Son poids était immense, alourdi par ses muscles et le fardeau de ses péchés. « Griffin, » murmura Salvatore alors qu'il boitillait vers la route principale pour élever un taxi. « Tu t'es bien débrouillé là-bas. Tu as le sang. » Griffin ne savait pas si c'était un compliment ou une insulte. Elle sentit la lourde bague en onyx dans sa poche, froide contre sa cuisse. « Pourquoi Dante fait-il cela ?» demanda Griffin d'une voix dure. « Pourquoi veut-il tellement notre mort ?» Salvatore la regarda, la vue brouillée. « Parce que, » répondit-il d'une voix rauque, « Dante connaît la vérité. La bague n'est pas seulement un bijou, Griffin. C'est la clé du coffre-fort à Zurich. Le coffre-fort qui contient les dossiers de chantage sur tous les juges, politiciens et policiers de New York. Celui qui détient la bague contrôle la ville, dit-il en regardant Roman, et il le sait. Il sait que je t'ai légué la bague dans mon testament il y a 20 ans. Tant que vous serez en vie tous les deux, il ne pourra jamais vraiment être roi. » Griffin regarda sa mère, puis l'homme mourant dans ses bras. La serveuse de Brooklyn avait disparu. À sa place se trouvait une femme qui réalisait qu'elle détenait les clés du royaume et que le diable venait les lui reprendre. « Emmenons-le chez le vétérinaire, » dit Griffin d'une voix d'acier. « Et ensuite, nous allons tuer Dante. » Le Dr. Evans opéra Salvatore sur une table métallique habituellement réservée aux grandes Danois. L'arrière-salle de la clinique vétérinaire sentait l'antiseptique et la nourriture pour chiens. Griffin s'assit dans la salle d'attente, observant la rue à travers les stores. Elle tenait un scalpel qu'elle avait pris sur un plateau. Il semblait petit et ridicule comparé aux armes des hommes de Dante, mais c'était déjà ça. Roman sortit de l'arrière-boutique, essuyant le sang de ses mains avec une serviette en papier. Elle avait l'air épuisée. « Il va s'en sortir, » dit Roman doucement. « La balle n'a pas touché l'artère. Il est scoriace.
Il l'a toujours été. Griffin se tourna vers sa mère. Pourquoi ne m'as-tu rien dit? Toutes ces années, tu m'as dit que mon père était un soldat mort. Roman s'assit en soupirant profondément. C'était un soldat, Griffin, mais pas du genre à se battre pour son pays. Je ne t'ai rien dit parce que je voulais que tu sois Griffin Miller, pas Griffin Moretti. Le nom Moretti est une cible. Tu as vu ce soir que cette vie détruit les gens. Il a dit qu'il t'avait brisé le cœur pour te sauver. Griffin demanda, « Est-ce vrai? » Roman acquiesça lentement. « Je ne le savais pas à l'époque. Je l'ai détesté pendant des années. Je pensais que c'était un monstre qui m'avait utilisé. Ce n'est qu'après avoir vu les reportages, les voitures exploser, ses amis mourir, que j'ai compris qu'il m'avait poussé hors de la zone de l'explosion. Mais à ce moment-là, je t'avais toi, et je ne pouvais pas prendre le risque de retourner là-bas. Eh bien, nous sommes de retour maintenant, dit Griffin avec amertume. La porte arrière s'ouvrit. Salvatore sortit en boitant. Il était pâle, vêtu d'une chemise propre que le vétérinaire lui avait donnée, mais il se tenait debout. La force de volonté de cet homme était terrifiante. « Nous ne pouvons pas rester ici, dit Salvatore. Dante va mettre la ville à feu et à sang pour nous retrouver. Nous devons passer à l'offensive. »« À l'offensive !» s'écria Roman. « Sale, regarde-toi. Tu peux à peine marcher. Nous devons quitter le pays. Nous pouvons aller au Canada. »« Non, dit Salvatore. Si nous fuyons, nous passerons le reste de notre vie à regarder derrière nous. Dante n'arrêtera pas. Il ne peut pas. Il est trop impliqué avec les Albanais maintenant. Il leur a promis la ville. » Salvatore regarda Griffin. « Donne-moi la bague. » Griffin fouilla dans sa poche et le lui tendit. Il le glissa à son doigt. Il le regarda un instant, puis regarda sa fille. « Il y a une réunion demain soir, dit Salvatore. La commission, les chefs des 5 familles, ils se réunissent une fois par an pour régler les différends. C'est un terrain neutre, pas d'armes, un territoire sacré. »« Où? » demanda Griffin. « La maison de verre, répondit Salvatore. Un penthouse privé avec vue sur Central Park. Je vais y aller et défier Dante. Il te tuera avant même que tu ne franchisses la porte, dit Roman. Il ne peut pas, répondit Salvatore. Pas sur le terrain de la commission. S'il verse le sang là-bas, les autres familles l'exécuteront sur le champ. C'est la seule règle qui nous reste. Alors vous allez juste discuter? Demanda Griffin, sceptique. Non, répondit Salvatore, les yeux brillants. Je le défie au vendetta d'Angu. Une vendetta, un combat singulier. Le vainqueur prend la famille. Le perdant va dans la terre. Tu es blessé, s'écria Griffin. Tu ne peux pas le combattre. Je n'ai pas besoin de le combattre avec mes poings, dit Salvatore, un regard rusé traversant son visage. Je le combats avec la vérité. Mais j'ai besoin de toi, Griffin. Moi, j'ai besoin que tu entres là-bas avec moi. J'ai besoin que tu présentes la bague. Tu es la preuve que Dante est un usurpateur. Tu es la preuve que j'ai un héritier légitime. Griffin le fixa du regard. Tu veux que j'entre dans une pièce remplie de chefs mafieux et que je leur dise que je suis la princesse? Je veux que tu entres là-bas et que tu leur dises que tu es la reine, corrigea Salvatore. Ce plan était fou. C'était du suicide. Mais en voyant le visage terrifié de sa mère et le corps blessé de son père, Griffin sut qu'il avait raison. Fuir signifiait mourir lentement. Se battre signifiait avoir une chance de vivre. D'accord, dit Griffin, je le ferai, mais à une condition, n'importe laquelle, dit Salvatore. Quand tout cela sera terminé, dit Griffin, c'est moi qui choisirai. C'est moi qui déciderai si je veux cette vie ou non. Ce n'est pas vous qui déciderez pour moi. Ce n'est pas maman qui décidera. C'est moi qui déciderai. Salvatore la regarda avec un respect nouveau. Marché conclu. La maison de verre était le nom officieux du penthouse d'un gratte-ciel ultra haut situé sur Park Avenue. C'était l'un des rares endroits à New York d'où l'on pouvait voir les nuages. Les murs étaient entièrement vitrés, offrant une vue à 360 degrés sur une ville qui scintillait comme un lit de diamants. À l'intérieur, l'atmosphère était suffocante. Une immense table circulaire en marbre noir trônait au milieu de la pièce. Assis autour d'elle se trouvaient les chefs des 5 familles, des hommes qui contrôlaient les syndicats, les ports et les contrats de construction de Staten Island au Bronx. Griffin se tenait près des portes de l'ascenseur, le cœur battant à toute rompre. Elle ne portait plus son uniforme de serveuse.
Roman avait trouvé dans sa valise une vieille robe noire, simple, élégante et austère. Griffin avait tiré ses cheveux en arrière. Elle ressemblait à une juge. Salvatore se tenait à côté d'elle. Il s'appuyait lourdement sur une canne, le visage pâle à cause de la perte de sang, mais ses yeux brûlaient d'une intensité fiévreuse. « Souviens-toi, murmura Salvatore lorsque l'ascenseur sonna. La peur est un choix. Ne le choisis pas. » Les portes s'ouvrirent. La conversation à la table s'arrêta instantanément. Toutes les têtes se tournèrent. Debout à l'autre bout de la pièce, sirotant un scotch, se tenait Dante. Il était impeccable dans son smoking bleu nuit, un sourire narquois aux lèvres. « Oncle S !» appela Dante, sa voix résonnant dans le vaste espace. « Je suis surpris que tu aies pu marcher jusqu'ici. J'avais préparé un fauteuil roulant pour toi. » Salvatore l'ignora. Il boita vers la table. Griffin marchait à ses côtés, adaptant son rythme au sien. Elle sentait les regards des hommes les plus dangereux d'Amérique posés sur elle. Elle ne baissa pas les yeux. Ou elle regarda droit vers le président, Don Falcone, un homme de 80 ans qui respirait à l'aide d'une bouteille d'oxygène. Le président Salvatore dit d'une voix rauque mais ferme, « Je viens réclamer ma place. »« Votre place est prise, » l'interrompit Dante, s'avançant par droit de succession. « Vous avez été absent, S. Vous êtes faible, et vous avez amené une civile, une serveuse, dans le Saint des Saints. Cela seul est un motif d'exécution. » Les autres parrains murmurèrent leur accord. Amener une étrangère était un péché capital. « Ce n'est pas une civile, » dit Salvatore d'une voix tonitruante. « C'est ma fille. Mon sang. Griffin Moretti. » Le silence se fit dans la pièce. Dante éclata de rire. Un aboiement rauque, une file bâtarde. « Tu penses que ça te sauvera? » Le code dit que l'héritier doit être préparé. Elle sert des pâtes. S. Elle ne dirige pas un empire. Elle détient la clé, dit Salvatore. Il fit un signe de tête avec Griffin. Griffin s'avança. Ses mains tremblaient, mais elle les joignit pour le cacher. Elle leva la main droite. La bague en onyx était à son pouce. Elle était trop grande pour son doigt. Mais le blason du faucon et de la rose était indéniable. La bague du concilier à l'état d'un Falcone en se redressant. Nous pensions qu'elle avait été perdue. Elle n'a jamais été perdue, dit Griffin d'une voix claire. Il attendait. Elle posa une petite clé USB sur la table, celle que Salvatore lui avait donnée dans la voiture. Mon père m'a dit que celui qui détient la bague détient l'assurance. Cette clé contient les registres de Zurich. Chaque pot de vin, chaque paiement, chaque corps enterré par cette commission au cours des 30 dernières années. Les aubes seraient dire. C'était l'option nucléaire, la destruction mutuelle assurée. Si quelque chose arrive à mon père ou à moi, dit Griffin, canalisant toute la rage qu'elle ressentait pour la vie qui lui avait été volée. Ces informations seront automatiquement transmises au FBI, à l'IRS et au New York Times. La bague est la clé d'autorisation. Je suis la seule à pouvoir arrêter le téléchargement. Le visage de Dante se tordit de rage. Il réalisa qu'il avait été déjoué. Il ne pouvait pas les tuer sans se détruire lui-même. « Elle bluffe » hurla Dante. « C'est une petite fille effrayée. Vérifiez vos tablettes » dit Griffin froidement. Les Dons regardèrent leurs écrans. Une notification était apparue sur leur serveur sécurisé. Téléchargement en attente, 59 secondes. Annulé, ordonna Falcone, regardant Dante avec une hostilité soudaine. Dante, retire-toi! Salvatore est l'aube! Non! Hurla Dante. Il craqua. L'arrogance qui l'avait animé pendant des années s'est effondrée. Il a fouillé dans la poche de sa veste de smoking. Pas d'arme, a crié Falcone. Mais Dante se moquait désormais des règles. Il a sorti un pistolet compact et l'a pointé directement sur Salvatore. Si je ne peux pas avoir la couronne, a grogné Dante, personne ne l'aura. Tout s'est passé au ralenti. Salvatore a essayé de se placer devant Griffin, mais sa jambe blessée a fléchi. Griffin s'est figé. Bang! La paroi vitrée derrière Griffin vola en éclats. Une toile d'araignée de fissure obscurcit la vue sur la ville. Griffin vérifia sa poitrine. Pas de sang. Elle regarda Salvatore. Il allait bien. Elle regarda Dante. Dante était immobile. Son visage exprimait une profonde confusion. Une petite tache rouge s'étalait sur la chemise blanche de son smoking, juste au-dessus de son cœur. Il s'effondra sur le sol. Derrière lui, Luca se tenait dans l'embrasure de la porte de l'escalier de secours. Il était meurtri, un bras en écharpe, le visage couvert d'ecchymose,
tenant un revolver fumant. Il n'était pas mort à la gare. Il avait rampé à travers l'enfer pour arriver jusqu'ici. « Je vous l'avais dit, patron, » allaita Luca, appuyé contre le cadre de la porte. « Je les ai éliminés. » La pièce était silencieuse, à l'exception du vent qui sifflait à travers le trou laissé par la balle dans la vitre. Don Falcone regarda le corps de Dante, puis Griffin. Il hocha lentement la tête. « La succession est réglée, » dit Falcone d'une voix rauque. « Longue vie aux Moretti. » 3 mois plus tard, le vent hivernal soufflait sur l'Hudson, faisant vibrer les fenêtres du bureau d'angle au 40e étage de la tour Hudson Yards. Le panneau sur la porte en verre dépoli n'indiquait plus le nom d'une société écran. Il indiquait Moretti Logistics and Development. Griffin Miller, désormais légalement Griffin Moretti, était assise en bout d'une table en acajou suffisamment longue pour y faire atterrir un avion. Elle ne portait pas de tablier. Elle portait un tailleur gris anthracite sur mesure qui coûtait plus cher que le loyer annuel de sa mère dans le Queens. La lourde bague en onyx à sa main droite tapait contre le bois, produisant un son creux et rythmé. En face d'elle était assis Vinny le marteau Giamoro, un représentant syndical des dockers qui semblait avoir été sculpté dans du provolone rassis. Il transpirait. « Écoutez, mademoiselle Moretti, » dit Vinny en s'essuyant le front avec un mouchoir. « Nous avons un accord. Votre père et moi, nous avons toujours fait des affaires d'une certaine manière. Les caisses arrivent, nous fermons les yeux, les enveloppes sont remises. C'est la tradition. » Griffin ne sourit pas. Elle ne cligna pas des yeux. Elle ouvrit simplement un dossier en papier craft devant elle. « La tradition est morte, Vinny. Nous passons aux matériaux de construction, des importations légitimes, du marbre d'Italie, de l'acier de Pennsylvanie, plus de caisses spéciales en provenance de Colombie. » Vinny rit nerveusement. « C'est mignon. Mais les gars sur le quai, ils ont besoin de leur part. Si les enveloppes s'arrêtent, les grues s'arrêtent. C'est juste de la physique. » Dans un coin de la pièce, Salvatore Amoretti était assis dans un fauteuil en cuir à haut dossier. Il était plus mince maintenant, s'appuyant sur une canne polie en noyer noir. À la menace de Vinny, la main de Salvatore se tendit vers sa hanche, un réflexe acquis au cours de 40 années de violence. Griffin vit le mouvement. Elle leva un seul doigt. « Restez assis. » Elle reporta son regard sur Vinny. « Vous menacez d'arrêter le travail? Je suis en train de négocier. » Vinny sourit narquoisement. Griffin fit glisser une feuille de papier sur la table. « Ce n'est pas une négociation. C'est un avis d'expulsion. » Vinny la prit, plissant les yeux. « Qu'est-ce que c'est? » « C'est, » dit Griffin d'une voix froide et dangereusement calme, « un audit judiciaire de votre fonds de pension. Il s'avère, Vinny, que vous avez emprunté aux retraités pour payer l'appartement de votre maîtresse à Boca Raton et vos dettes de jeu à Atlantic City. » Le visage de Vinny devint livide. « Où avez-vous trouvé ça? »« J'ai de meilleurs comptables que vous n'avez d'avocats, » dit Griffin. « Voici comment fonctionne la nouvelle physique. Tu vas signer le nouveau contrat de travail au taux du marché. Ensuite, tu vas prendre ta retraite aujourd'hui. Tu invoqueras des raisons de santé. Si tu ne le fais pas, j'enverrai ce document au procureur général. Et j'enverrai ensuite une copie aux épouses des hommes dont tu as volé les pensions. » Griffin se pencha en avant, les yeux brillants du même feu froid qui avait fait la renommée de son père. « Et crois-moi, Vinny, le procureur général te mettra en prison. Les épouses, elles te mettront en pièces à main nue. » Vinny regarda le document, puis Salvatore, puis Griffin. Il réalisa avec effroi que le temps où l'on se cassait les rotules était révolu. C'était pire. C'était de la destruction totale. Il signa le contrat d'une main tremblante. « Sors !» dit Griffin. Vinny se précipita hors de la pièce comme si le diable était à ses trousses. Lorsque la porte se referma, un silence pesant s'installa dans la pièce. Salvatore émit un long sifflement grave. « Je lui aurais juste cassé le nez, » admit Salvatore en se levant et en boitant jusqu'à la fenêtre. « C'est plus rapide. Et puis le syndicat se mettra en grève. Les flics viendront fouiner. Et nous perdrons le contrat de Midtown, » rétorqua Griffin en fermant le dossier. « Ma méthode permet de continuer à engranger de l'argent. La tienne permet de continuer à faire couler le sang. Nous sommes dans le business de l'argent maintenant, papa. » Salvatore regarda la ville, une ville qu'il dirigeait autrefois par la peur. Maintenant, il regardait sa fille et la diriger par la force.
Il la regarda avec un mélange de fierté et de quelque chose qui ressemblait à de la peur. « Tu fais peur, Griffin. Tu sais que tu t'es rapidement adapté à cette vie. »« Je ne me suis pas adapté à cette vie, » dit Griffin en se levant et en marchant vers lui. Elle ajusta sa cravate, un geste d'intimité qu'elle n'aurait jamais imaginé faire 3 mois plus tôt. « J'ai juste arrêté de la fuir. Le monde est plein de loups. J'ai juste décidé d'être celle qui tient de la laisse. » « La commission est nerveuse, dit Salvatore à voix basse. Ils disent que tu changes les choses trop rapidement, que tu nettoies l'argent, que tu coupes les liens avec le trafic de drogue. Ils pensent que tu es trop douce. »« Qu'ils le pensent, » répondit Griffin. « La douceur est synonyme de sécurité. La douceur est sous-estimée. Quand ils réaliseront que je possède les banques qui détiennent leurs hypothèques, il sera trop tard. » L'interphone sonna. C'était la réceptionniste. « Mademoiselle Moretti, votre mère est en ligne. Elle dit, « Ne soyez pas en retard pour le dîner, sinon elle donnera votre part au chien. » Griffin sourit, un sourire sincère qui fit fondre la façade de Reine de glace. « Dites-lui que nous partons maintenant. » Underscore, 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 underscore. La destination n'était pas un penthouse chic ou un manoir isolé. C'était le Velvet Room à Williamsburg. Griffin avait acheté le bâtiment 2 semaines après la fusillade à la Maison de Verre. Elle ne l'avait pas acheté pour le fermer. Elle l'avait acheté pour le garder exactement tel qu'il était. Le restaurant était fermé au public pour la nuit. À l'intérieur, l'odeur de l'ail, du romarin et de l'agneau rôti emplissait l'air. Une odeur qui, autrefois, évoquait le travail pour Griffin, mais qui, aujourd'hui, sentait la victoire. Dans la cuisine, Roman Miller remuait une énorme casserole de sauce. Elle ne portait pas de vêtements de marque. Elle portait son vieux jean et un pull, fredonnant une chanson de Sinatra qui passait à la radio. « Vous êtes en retard », gronda Roman sans se retourner lorsque Griffin et Salvatore entrèrent. « Il y avait des embouteillages sur la Vichy », dit Salvatore en accrochant son manteau au porte-manteau. Il se dirigea vers le comptoir, prit un morceau de pain et le trempa dans la marmite. Roman lui donna une tape sur la main avec une cuillère en bois. « Dehors, va t'asseoir, toi aussi, votre majesté. » Elle fit un clin d'œil à Griffin. Griffin s'assit à la table 4, celle où tout avait commencé. La porte arrière s'ouvrit et Luca entra. Il avait l'air différent. Il n'avait plus d'écharpe, mais il boitait légèrement. Les cicatrices sur son visage causées par la fusillade à la gare avaient cicatrisé en formant des lignes blanches irrégulières qui lui donnaient un air renfrogné permanent. Mais ses yeux étaient brillants. Il n'avait pas d'armes ce soir-là. Il portait une caisse de vin. 195 Chat Margaux, annonça Luca en posant la bouteille sur la table. J'ai trouvé un fournisseur qui en avait encore une caisse. Versez, dit Griffin, mais essayez de ne pas en renverser cette fois-ci. Ils rirent tous, un son qui semblait miraculeux compte tenu du bain de sang qui les avait amenés ici. Pendant que Luca versait le vin, Griffin regarda autour de la table. Sa mère, la survivante qui avait caché une fortune dans un coffret à bijoux pendant 20 ans. Son père, le chef de guerre à la retraite, qui apprenait à vivre sans guerre, et Luca, le soldat qui avait traversé le feu pour une famille dont il ne faisait pas partie. Salvatore leva son verre, sa main, d'habitude si ferme, tremblait légèrement. Non pas à cause de l'âge, mais à cause de l'émotion. « Ah, Roman, dit Salvatore, la voix étranglée, pour avoir gardé le secret. »« À la bague, ajouta Luca. »« À l'avenir, dit Roman doucement. » Il regardait un Griffin. Elle leva son verre, le liquide rubis captant la lumière. Elle regarda la bague en onyx à son doigt. Le faucon et la rose, la guerre et la beauté, le pouvoir et la grâce. Elle comprit enfin la signification du blason. Il ne s'agissait pas de domination. Il s'agissait d'équilibre. « À la famille, dit Griffin, celle dans laquelle nous sommes nés et celle que nous construisons. » Ils burent. Le vin avait un goût de velours et de terre. C'est ce que dit Roman en servant l'épade. « Maintenant que vous avez conquis New York, quelle est la prochaine étape? Allez-vous vous présenter à la mairie? » Salvatore ricana. « Ne l'insultez pas. Le maire travaille pour nous. » « En fait, dit Griffin en tournant sa fourchette, je pensais à la côte ouest. Je pensais à la côte ouest. Les ports de Los Angeles sont en pagaille. Ils ont besoin d'être gérés. » Salvatore cessa de manger. Il la regarda, les yeux écarquillés. « Elle a? Les striades dirigent là. Elle le dirige mal. » Griffin haussa les épaules. « Je pense qu'elles auraient besoin d'un consultant. »
Salvatore se pencha en arrière sur sa chaise et se mit à rire. C'était un rire profond, qui secouait son ventre et résonnait sur les murs de briques. Que Dieu les aide. Que Dieu les aide tous. Après le dîner, Griffin sortit prendre l'air. La neige avait recommencé à tomber, de gros flocons recouvrant la saleté des rues de la ville. Elle marcha jusqu'au bord du trottoir. Un SUV noir était garé là, attendant, mais Griffin ne monta pas immédiatement. Elle regarda en bas de la rue, vers la station de métro. Elle pouvait voir les fantômes de sa vie passer marcher là. La serveuse fatiguée comptant ses pourboires. La petite fille qui avait peur du noir. La fille qui ne connaissait pas son propre nom. Elle retira la bague en onyx de son doigt. Elle la tint devant le réverbère. La pierre noire semblait absorber la lumière, retenant l'obscurité en son sein, afin qu'elle n'ait pas à la porter dans son cœur. Elle comprit alors que l'histoire de la princesse mafieuse était fausse. Elle n'était pas une princesse. Les princesses ont sauvé. Les princesses héritent de choses qu'elles n'ont pas gagnées. Elle s'était jetée dans le feu. Elle s'était tenue dans la maison de verre et avait regardé un pistolet en face. Elle avait sauvé son père et racheté sa mère. Elle remit la bague à son doigt. Elle lui allait parfaitement. Mademoiselle Moretti appela Luca depuis la voiture. « Tout va bien? » Griffin se retourna. Son visage était déterminé, ses yeux clairs et perçants comme des diamants. « Tout va bien, Luca, dit-elle. Appelez le pilote. Dites-lui de faire le plein du jet. Nous partons pour la Californie demain matin. Pour affaires ou pour le plaisir? Demanda Luca en ouvrant la porte. Griffin sourit, et c'était le sourire d'un prédateur qui avait enfin trouvé son terrain de chasse. Strictement pour affaires, Luca. Strictement pour affaires. Elle se glissa sur la banquette arrière de la voiture. La porte se referma dans un bruit sourd, scellant le froid, scellant le passé et scellant son destin en tant que nouvelle reine de la pègre américaine. Le moteur rugit et la voiture disparut dans la nuit blanche et enneigée, ne laissant que des traces de pneus qui auraient disparu au matin, tout comme les ennemis qui avaient osé se mettre en travers de son chemin. Et c'est ainsi qu'une bouteille de vin renversée et le secret d'une mère ont fait tomber un empire et en ont construit un nouveau. Griffin Miller est entrée dans ce restaurant en tant que servante et en est sortie en tant que reine. Cela nous rappelle que parfois, les choses que nous cachons au fond de nos boîtes à bijoux sont précisément celles qui définissent qui nous sommes vraiment. Salvatore Moretti a trouvé sa rédemption non pas dans le pouvoir, mais dans la fille dont il ignorait de l'existence. Si vous avez aimé cette histoire de trahison, de famille et de la dureté du monde souterrain new-yorkais, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton « J'aime ». Cela aide énormément la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur l'icône en forme de cloche pour ne manquer aucune histoire. Partagez cette vidéo avec un ami qui aime les rebondissements. Que feriez-vous si vous découvriez que vos parents sont des membres secrets de la royauté? Faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous. Merci d'avoir regardé.